Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média diffusée du lundi au jeudi à 19 heures en direct sur le canal 165 de la Freebox, Molotov et sur le média tv.fr. Au cœur de l'actu, c'est un de nos 3 rendez-vous quotidiens sur l'antenne du média en plus de la matinale tous les matins du lundi à vendredi à 8 heures, du journal des luttes tous les jours de semaine à 13 heures, du récap du lundi au jeudi à 20 heures. Des rendez-vous qui n'existent que parce que vous, nos abonnés, sociétaires et donateurs, en fait, vous les rendez possibles. Si vous le pouvez, rejoignez la communauté de nos soutiens en allant sur le mediatv.fr/soutien. Au cœur de l'actu, c'est parti. On a beaucoup parlé de monde d'avant et de monde d'après au sujet de la crise du Covid-21 parce que cette crise bousculait nos certitudes sur nos modes de vie, notre organisation sociale, nos chaînes logistiques mondialisées. À l'heure du bilan, sorti du confinement, nous avons repris nos vies comme si en réalité rien ne s'était passé. Voilà que de nouvelles incertitudes s'invitent dans nos vies. Les guerres commerciales tous azimuts de Donald Trump vont-elles conduire l'économie mondiale à une crise pire que celle de 2008, voire que celle de 1929. Effectivement, les principaux indices boursiers à Wall Street ont chuté et dans le monde entier parce qu'il y a un phénomène de diffusion de l'inquiétude. C'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude qui se diffuse. Alors on se dit, il faudrait que ça dure encore plusieurs jours pour que vraiment on se dirige vers un krach. Là, oui, c'est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va vers un krach boursier Impossible de le dire parce qu'il y a une partie d'irrationalité. À un moment donné, les investisseurs se mettent à paniquer, ils vendent leurs actions, plus ils vendent, plus ça baisse, plus ils vendent, ils trouvent de moins en moins d'acheteurs et puis il y a un emballement, il y a cette bulle qui éclate. Est-ce qu'on va vers ça Ce qui est certain, c'est que si on perd chaque jour moins 4, moins 5%, à un moment donné, ça ne pourra pas durer. Il y aura forcément à la fin quand même une crise économique. Au-delà de la chronique boursière, avec tout ce qu'elle comporte de dramaturgie, des questions fondamentales se posent. Pourquoi les États-Unis se sentent-ils obligés de tuer leur propre bébé, c'est-à-dire la mondialisation néolibérale? Peuvent-ils faire plier le pays qui apparaît comme leur principal adversaire, c'est-à-dire la Chine? Pourquoi l'Europe parvient-elle si peu à prendre acte d'un tournant, de la mise entre parenthèses de l'alliance stratégique avec les États-Unis? Si les États-Unis sont désormais un problème pour la stabilité mondiale, quels seront les nouveaux ancrages de la diplomatie internationale? Bref, à quoi va ressembler le monde qui vient? Pour évoquer ces sujets, j'ai à mes côtés 3 invités. Claire Abès, spécialiste des affaires publiques, engagée il y a peu dans la campagne de la candidate démocrate Kamala Harris, engagée aussi au sein du Parti socialiste français. William Bouchardon, journaliste pour Le Vent se lève, mais également pour d'autres publications comme Alternative économique, Marianne et Jacobin, la revue de la gauche radicale américaine. Paul Hellec, chroniqueur politico-média, et par le biais de la visio, David Keila, économiste à l'université d'Angers. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, je voudrais qu'on commence par regarder 2 séquences qui illustrent peut-être 2 Amériques côté républicain, mais au discours radicalement différent. Les Chinois ont ressorti un discours de Ronald Reagan, le président qui a incarné avec Margaret Thatcher en Grande-Bretagne le néolibéralisme triomphant. C'était en 1987. Vous voyez, au début, quand quelqu'un dit « imposons des droits de douane sur les importations étrangères », on dirait qu'ils agissent par patriotisme en protégeant les produits et les emplois américains. Et parfois, pendant un court instant, cela fonctionne, mais seulement pendant un court laps de temps. Finalement, les industries locales commencent à dépendre de la protection gouvernementale sous forme de droits de douane élevés. Elles cessent d'être compétitives et d'innover en matière de gestion et de technologie, indispensables à leur réussite sur les marchés mondiaux. Et puis, pendant ce temps, quelque chose se produit. Des droits de douane élevés entraînent inévitablement des représailles de la part des pays étrangers et le déclenchement de guerres commerciales féroces. Il en résulte une augmentation des droits de douane, des barrières commerciales de plus en plus élevées et une concurrence de plus en plus faible. Très vite, à cause des prix artificiellement élevés par des droits de douane qui subventionnent l'inefficacité et la mauvaise gestion, les gens cessent d'acheter. Puis le pire arrive. Les marchés se contractent et s'effondrent. Des entreprises et des industries ferment et des millions de personnes perdent leur emploi.
38 ans plus tard, le républicain Donald Trump tient un langage complètement différent. Je vous le dis, ces pays nous appellent, ils me lèchent le cul. Ils meurent d'envie de passer un accord. S'il vous plaît, monsieur, passons un accord. Je ferai n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Amérique a-t-elle changé et pourquoi? Claire Abès. L'Amérique a-t-elle changé? Parce que c'est deux Amériques républicaines, c'est la droite américaine. Il y en a un qui croit aux vertus du libre-échange, une Amérique optimiste, tout aussi impérialiste que l'Amérique d'aujourd'hui, mais elle est conquérante, et celle de Trump, elle est belliqueuse, mais pas très sûre d'elle dans le fond. Oui, effectivement, vous avez raison. La base du discours de Donald Trump, elle part d'un déclin de l'Amérique. Enfin, en tout cas, d'un déclin dont il parle, lui, le fait qu'ils sont derrière les autres pays et que effectivement, les autres pays prennent avantage des États-Unis et tirent avantage, des États-Unis. Donc oui, ça part de ce discours-là. Après, il était déjà ancré dans le Parti républicain, dans l'aile radicale du Parti républicain, ce discours justement de l'Amérique qui doit se rebeller et un peu sortir de cette mondialisation pour penser à ses intérêts propres. Donc ça, c'est un discours qui existait déjà aux États-Unis. Là, il est mis en œuvre. Ça rappelle les droits de douane du président dont il se réclame par ailleurs, de McKinley au début du siècle. Donc c'est effectivement une vieille Amérique qui utilise peut-être des vieux outils justement qui ne sont plus appropriés dans la période. William Chardon. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que effectivement Trump a pas mal de similarités avec William McKinley qui prend souvent comme exemple. Il dit que c'était le roi des droits de douane. C'était aussi le personnage qui avait conquis les Philippines, Cuba, Porto Rico. En quelle année Alors lui, il a gouverné entre 1897 et 1901 où il s'est fait assassiner. Effectivement, Trump le prend souvent en exemple, notamment aussi parce que je pense que sur la discussion sur le droit de douane, il y a un peu deux aspects, deux versions dans l'administration Trump. Certains, et Trump en lui-même en est le meilleur exemple, vous avez passé un petit extrait, mettent en avant la nécessité des droits de douane pour réindustrialiser les États-Unis, réduire leur déficit commercial vis-à-vis du reste du monde, notamment de la Chine. Mais il y a aussi une autre version qui est que les droits de douane permettraient de financer les besoins de financement de l'État fédéral américain. Sous McKinley, c'était allé très très haut, je crois que c'était quasiment jusqu'à la moitié du budget fédéral qui venait des droits de douane, parce que les droits de douane allaient jusqu'à 50%, mais à l'époque, le poids du budget fédéral était de 3% du PIB, maintenant il est de 23%, et vous avez eu le secrétaire au commerce de Trump, Howard Lutnick, qui disait que justement son but c'était d'abolir le IRS, qui est le service des impôts américain, en le remplaçant par un External Revenue Service, où en gros c'était les droits de douane qui allaient payer pour renflouer les caisses de l'État américain, sauf qu'en réalité on voit les chiffres, si on regarde un peu les maths, ça va pas pouvoir le faire, mais donc il y a un peu ces deux versions dans l'administration de Trump, à la fois le côté mercantiliste de on va se réindustrialiser grâce aux droits de douane, ce qui pose pas mal de questions, je pense qu'on en parlera après. Et puis la version de ça va nous rapporter beaucoup d'argent pour nos besoins de financement. Alors David Kaila, qu'est-ce qui a changé vous défendez volontiers des thèses souverainistes. Est-ce que c'est finalement une conversion du Parti républicain, de l'ancien Parti républicain néolibéral au souverainisme que vous pouvez prôner ? Le souverainisme, c'est aussi de la démocratie, et Trump, il attaque aussi l'état de droit et la démocratie, donc je ne dirais pas que Trump est souverainiste. Par contre, pour revenir sur la question des droits de douane et sur la comparaison très, très pertinente que vous avez faite entre Trump et Reagan, il ne faut pas oublier que Reagan, il arrive dans un moment de déclin des États-Unis déjà. C'est-à-dire qu'on est sorti des accords de Bretton Woods, les années 70, quand c'était très dur pour les États-Unis, et America is back, c'était le slogan de Reagan. Donc finalement, le même sentiment de déclin peut générer deux choses totalement différentes, le libre-échange et le néolibéralisme conquérant de Reagan, comme le protectionnisme de Trump. Alors effectivement, ce protectionnisme, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'histoire des États-Unis, mais moi je dirais pas que c'est McKinley, le protectionnisme. C'est en fait, ce sont les tarifs Morrill de 1861 qui ont vraiment engagé les États-Unis dans du protectionnisme, et c'est d'ailleurs été une des causes de la guerre de sécession. En fait, les États-Unis ont, dans la majorité de leur histoire, été protectionnistes. Ils étaient protectionnistes dans la deuxième moitié du 19e siècle, ils étaient protectionnistes dans les années 30, et ce n'est que depuis 1947,
c'est-à-dire finalement une histoire assez récente dans leur longue histoire, qu'ils sont tournés vers le libre-échange. Et à un moment où ils étaient très forts, parce que l'Europe était dévastée, les pays, l'Asie et l'Afrique étaient colonisés ou en voie de décolonisation, on va dire. Et donc peut-être que justement ce néolibéralisme n'était qu'une une opportunité d'un pays qui était beaucoup plus fort que les autres en 1947. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, il y a eu deux moments de libre-échange. Il y a un court moment dans les années 10, après 1913. Justement, 1913, c'est le moment où les États-Unis deviennent la première puissance économique mondiale. Donc là, il y a eu une phase de libre-échange, mais en fait, très vite, dans les années 20, ils sont retournés sur du protectionnisme, et dans les années 30, on a retrouvé des droits de douane similaires à ceux qu'ils étaient au 19e siècle. Mais effectivement, un pays très performant n'a pas besoin d'être protectionniste. Et c'était le cas d'ailleurs du Royaume-Uni dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui était le partisan du libre-échange, alors que l'Allemagne et les États-Unis, eux, étaient restés protectionnistes. Le protectionnisme, c'est toujours la conséquence d'abord d'une crainte d'une désindustrialisation et d'un sentiment que le pays est un peu déclassé et a besoin de se protéger d'autres pays qui sont plus performants que lui. Alors Paul Hellec, on n'a pas voulu justement chroniquer cette période en regardant les bourses et en s'effarouchant du mouvement d'aujourd'hui, du monde d'hier, mais d'aller dans le fond. Alors dans le fond, quelles sont les dynamiques qui expliquent ce retournement de l'Amérique, même si ce qui vient d'être dit montre que finalement elle retourne à une histoire ancienne? Je dois m'improviser donc expert économique. Non, mais en gros, la première dynamique. Je parle des dynamiques politiques et géopolitiques. Oui, mais déjà, au moins, il y a quand même aussi une dynamique économique. C'est que tu as évoqué tout à l'heure la crise de 2008. Et en fait, il faut se dire qu'il y a une crise de l'accumulation du capital. C'est-à-dire que le capital, c'est quoi, c'est une logique, c'est de l'argent qui fait de l'argent. L'argent qui fait des petits, disait Marx. Et cette logique d'accumulation, quand elle ralentit, le système tout entier est en crise latente. Le capitalisme, aujourd'hui, on l'a vu, il manque de croissance. On a bien vu d'ailleurs que pour pouvoir justement toujours plus accumulé, il y a eu des attaques massives sur des secteurs qui avaient été plus ou moins protégés de l'économie de marché, on va dire par exemple sur les services publics, sur le fait qu'il y a une manne financière à aller faire sur la marchandisation de l'école, du social, de la santé, etc. Alors, aux États-Unis c'est différent, mais je parle ici, la preuve de cette attaque, de ce manque de l'accumulation du capital dans le secteur français. Et donc du coup, on est dans une situation où les États-Unis menés par Trump font le choix de se dire que en rétablissant des barrières douanières, ils vont pouvoir être autosuffisants. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir utiliser plusieurs de leurs positions politiques. D'abord, le fait que comme ils sont quand même encore la première puissance mondiale, ils vont utiliser en partie ces droits de douane comme des négociations pour faire vendre des produits américains. Alors dire, si vous voulez pas de droits de douane, achetez américain et sans taxe. Donc d'essayer d'inonder des marchés. Pas sûr que ça marche, mais il faut voir. Deuxièmement, la question de la protection douanière n'empêche pas à l'intérieur une dérégulation excessive. On a effectivement discuté là de la fin du 19e, de cet âge d'or auquel Donald Trump fait référence dans son discours, et qui est un moment où il y a aussi la constitution d'énormes trusts et de monopoles aux États-Unis et qui vont fonctionner et qui fonctionnent pour ce genre d'organisation capitalistique importante. Et on peut penser encore aujourd'hui qu'on a vu le capital américain en fait changer de bord temporairement. En tout cas, une partie, les grandes entreprises qui ont dit qu'ils allaient investir, si tant est que ce soit vrai, et qui sont derrière Trump, qui se sont pliés à son agenda, eux, ils ont peut-être un intérêt à ça, mais encore une fois, faut voir. Donc, comment ça va s'organiser? Ce qui est vrai, c'est que la dynamique de guerre commerciale, c'est, pour l'instant, aussi un son de l'inconnu. Tu disais, il ne faut pas commenter, et je m'arrêterai à ça, les questions boursières, mais en fait, au-delà de la question des baisses des actions, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que cette crise de l'accumulation du capital, et avec ce type de politique, qu'est-ce que ça va engager? D'abord, ça risque d'engager une forme de récession. Ça me semble parfaitement évident. On a une chute qui représente quoi? Une chute des valeurs des actions des gens des secteurs qui ont besoin de croissance et d'exportation. Donc ça va toucher le pétrole qui avait quand même été un milieu qui a soutenu Trump. Et de l'autre côté, est descendu en dessous de $60 aujourd'hui. De l'autre côté, l'agriculture, etc. Et on va avoir potentiellement une difficulté, tout simplement des États-Unis qui dépendent énormément. En fait, ils consomment plus que ce qu'ils produisent. Et la possibilité de cette autosuffisance par l'augmentation des protections douanières et même des investissements internes, c'est pas du tout sûr qu'elle puisse compenser sa dépense extrêmement importante à la production manufacturière et autres de l'extérieur. Donc la dynamique économique fait qu'on va dans les temps troubles et la question c'est
Si on regarde les mouvements boursiers, c'est que non seulement ça commence à décrocher à ce niveau, dans ces secteurs-là, mais derrière tout ce qui est, on va dire, la finance plus dérégulée, c'est-à-dire le financement de l'économie par des systèmes non bancaires, hein, le shadow banking, etc. Ils sont tous en train de dégringoler et ils se sont tous réfugiés sur les bons du Trésor américain. Qu'est-ce que tu appelles le shadow banking ? C'est le système, en fait, c'est tous les acteurs économiques financiers qui financent le système économique, si vous voulez, mais qui ne sont pas des banques, en gros. Hein, donc des hedge funds, des fonds d'investissement, toutes sortes de capital investissement, c'est toutes sortes d'acteurs financiers qui permettent de financer les entreprises, mais sans être des banques. Et c'est des secteurs qui, du coup, sont beaucoup moins régulés. Et ceux-là, ils sont aussi en panique. Et donc, ils sont en panique. Quand on panique, on se réfugie sur des titres sûrs. Là, ça a été les titres du Trésor américain. Mais pareil, la question, c'est en gros, est-ce qu'il va y avoir une intervention de la Fed pour pouvoir organiser un peu de stabilité, ou est-ce qu'on va arriver à un crack ? Donc, pour les dynamiques futures, c'est qu'on risque d'avoir des crises économiques qui vont se payer comme d'habitude et de la même manière. Parce que quand il y a crise de l'accumulation du capital, les premiers qui trinquent, c'est des employés, des ouvriers, des gens qui travaillent, qui vont perdre leur job parce qu'il y a des fermetures d'entreprises, qui vont perdre des capacités de consommation. La consommation populaire étant un élément important de la croissance, ça va de nouveau provoquer un rétrécissement de la croissance. Et voilà, on connaît ces mécanismes et donc ça va être une crise sociale, politique qui s'en suivra et on est dans cette dynamique-là. Alors, on va revenir aux États-Unis, mais allons un peu en Chine. La Chine semble être la principale cible de Donald Trump, son obsession numéro 1 de surenchère en surenchère. L'administration Trump a décidé de taxer à 104% les importations chinoises en guise de représailles. La Chine a fait de même, 84% sur les produits américains, et Pékin a décidé de hausser le ton. La Chine prendra les mesures nécessaires pour défendre fermement ses droits et intérêts légitimes. Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et persistent dans une guerre tarifaire et commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout. On apprend que la Chine a aussi décidé de saisir l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour contester les décisions américaines. La Chine, dont le modèle économique est largement fondé sur les exportations, court-elle le risque de s'effondrer si les États-Unis lui ferment brutalement les portes ? J'ai posé la question à Jean-Louis Roca, chargé de recherche au CERI, affilié à Sciences Po. Pour lui, la Chine n'est pas sans ressources face aux offensives américaines. Ce que je dirais, moi, c'est qu'effectivement, la Chine peut résister, et même dans certains cercles intellectuels qui sont très liés au pouvoir, il y a l'idée qu'éventuellement, cette crise pourrait aboutir à réaliser un des objectifs, un des rêves d'une certaine façon de la Chine, c'est-à-dire se rapprocher vraiment de l'Europe. Pour la Chine, l'Europe est encore trop liée aux États-Unis, et donc là, il pourrait y avoir une espèce d'alliance de circonstances de l'Europe avec la Chine. Donc, c'est pas vu vraiment comme quelque chose d'extrêmement dangereux, d'autant plus que, ça c'est un autre élément, la Chine a des moyens de rétorsion. La Chine, effectivement, a une balance commerciale extrêmement favorable, 300 milliards de dollars. Et dedans, il y a par exemple des métaux, disons, rares qui peuvent effectivement être... Et déjà, d'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement chinois rappelle que la question de la souveraineté sur ces métaux est extrêmement importante et que les opérateurs chinois doivent tenir compte et devront suivre les injonctions du gouvernement chinois vis-à-vis de ces exportations. Ça pourrait être aussi une occasion liée à ce que je viens de dire sur l'Europe, de développer peut-être encore plus d'une certaine façon les exportations de la Chine vis-à-vis de l'Europe, et éventuellement effectivement ce qui se passe autour du yuan pourrait être baissement de la valeur du yuan pourrait être un signe aussi là qu'il y a une volonté un petit peu de diversifier les choses, et de diversifier les choses aussi par rapport à l'Asie, et par rapport à un certain nombre de pays asiatiques qui pourraient être donc de meilleurs acheteurs que les États-Unis. Donc il y a la possibilité aussi de la part des États-Unis, de la Chine, de continuer à essayer de dédollariser un petit peu le monde, c'est-à-dire en faisant du yuan une monnaie importante dans les échanges. Là aussi, ça pourrait être d'une certaine façon à la fois une arme et une opportunité de réaliser un certain nombre d'objectifs. La Chine peut résister à l'Amérique, mais ses dirigeants ne peuvent pas ignorer la crise interne qui la traverse, ajoute Jean-Louis Roca.
l'économie chinoise est en difficulté elle-même. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'emploi, notamment chez les jeunes. Il y a aussi un problème de consommation. La société chinoise ne consomme pas assez, alors que ça devrait, d'après les économistes chinois, le premier moteur de la croissance économique chinoise. Donc effectivement, si la Chine vend moins, ce serait une bonne nouvelle, mais justement, la Chine veut vendre moins pour être plus dans une situation, disons, de sécurité, mais en même temps, ça veut dire développer la consommation, et pour des tas de raisons, notamment l'absence véritablement de système de sécurité sociale, la crise dans l'immobilier, etc. Aujourd'hui, les gens ont peur, sont inquiets, ne consomment pas et ont des difficultés économiques, puisque, par exemple, les jeunes ont des difficultés à trouver un travail. Alors selon Jean-Louis Roca, toujours, on ne peut pas écarter le scénario du pire où l'on verrait une Chine acculée faire le choix du nationalisme et de la belligérance régionale. La question de Taïwan, évidemment, est un peu remise en question par rapport à tout ça, parce que d'une part, les États-Unis risquent d'être un peu plus, disons, regardants par rapport aux relations entre Taïwan et la Chine. Surtout, ça peut conduire éventuellement, en cas de crise politique, la Chine à rentrer un petit peu comme la Russie dans une espèce de radicalisation nationaliste qui ferait que la stabilité politique et économique serait renforcée par une espèce d'aventure extérieure. C'est la même chose par rapport aux relations entre la Corée et la Chine. Bon, on sait que la Chine joue un rôle important dans, disons, les limites à apporter au délire un petit peu de la Corée du Nord. Et donc, la Chine joue un pilier, un peu le pilier de la paix dans la région. En même temps, effectivement, si on a des politiques américaines qui changent, des politiques qui sont beaucoup plus destinées à se confronter à la Chine, on risque là d'avoir un petit peu des problèmes. Alors on va se demander si la Chine court un risque plus grand, moins grand, aussi grand que les périls qui guettent les États-Unis. Mais avant ça, Claire Abès, je voulais vous demander, est-ce que finalement l'Europe se trouve dans une situation où elle est, entre guillemets, obligée de s'allier à la Chine pour protéger le pouvoir d'achat chez elle et pour pouvoir construire, pas un bloc politique, parce que ce sont des systèmes qui ne sont pas les mêmes, mais un bloc économique face aux offensives de Donald Trump? C'est clairement une question qui est sur la table, mais là, l'Europe, elle doit aussi penser à elle-même et donc avoir une réponse qui est propre. Bon, on met un peu de temps à réagir aussi parce qu'il est difficile de trouver une unité dans les réponses économiques à apporter, dans les réponses économiques et politiques. Donc là, il y a au moins eu une première liste de biens qui feront l'objet de droits de douane qui a été établie, et donc ce sera pour la mi-avril, avant d'autres échéances en arrivant en mai, etc. Par exemple, Orban a déjà dit qu'il ne la voterait pas. Ce sera quand même mis en place puisque la politique commerciale est communautarisée, donc est au niveau de l'Union européenne. Mais là, aujourd'hui, la question pour l'Union européenne, c'est de savoir si on joue le jeu, effectivement, des droits de douane. Et donc, on l'a dit, ça pourrait être au détriment des consommateurs européens, et donc de nous, évidemment. Ou alors, effectivement, elle va essayer de choisir d'autres façons de répondre, à l'OMC peut-être, avec la Chine, effectivement, qui essaye de jouer ce jeu. C'est quand même un petit peu hypocrite, mais qui joue effectivement ce jeu du multilatéralisme qui n'existe plus déjà très bien, de par justement le comportement aussi de la Chine dans cette OMC qui n'a jamais réellement fonctionné. Et l'Europe, aujourd'hui, elle doit donc trouver finalement d'autres façons, de se protéger. La Chine, elle va le devoir écouler ses marchandises. Je crois que c'est 438 milliards de dollars d'importation, donc d'importation américaine, donc d'exportation chinoise sur le marché américain. Donc il va falloir qu'elle écoule ces marchandises. L'Union européenne est le plus grand marché de consommation aujourd'hui et qui a les moyens de consommer. Donc il va y avoir un effort de protection, mais aussi un effort du coup d'offensive, donc d'exportation de l'Union européenne, qui va avoir d'ailleurs le même problème de devoir rediriger ses exportations. Et donc là, on voit déjà d'autres questions se poser sur des accords commerciaux, pour ne pas dire accords de libre-échange, par exemple avec le Mercosur, qui revient sur la table, avec des pays de plus en plus allants sur cet accord, alors qu'avant, ils étaient prêts à suivre une position plus frileuse de la France. On a déjà eu des expressions en interne, pourtant ça ne change pas, ça va quand même poser des problèmes, ou en tout cas des questions prégnantes pour nous, notre
notre agriculture, etc. Donc c'est à quel prix on va regarder ces accords, de quelle façon on est en capacité aujourd'hui de mieux les négocier aussi, et donc de ne pas ouvrir forcément tous nos marchés publics, etc., dans ces accords-là. Donc oui, il y a un sujet pour l'Europe de penser à elle-même, et l'alliance avec la Chine est sur la table, bien évidemment, mais on ne doit quand même pas oublier le comportement de la Chine, qui est effectivement, comme ça a déjà bien été expliqué, tout à fait individualiste, et on va voir quel chemin ils prennent. Alors David Kaila, vous êtes déjà inquiété de ce que cette crise allait peut-être pousser la Chine à rediriger ses surplus en Europe et donc à affaiblir l'industrie européenne, si tant est qu'elle existe en dehors de l'Allemagne? Non, l'industrie européenne existe en dehors de l'Allemagne, je vous rassure. D'abord, il y a quand même une industrie française dans l'aéronautique et dans d'autres. On construit encore des voitures aussi en France. Il y a l'Italie, qui est un des premiers exportateurs européens, juste après l'Allemagne. Donc effectivement, le danger, mais ça a été très bien dit tout à l'heure, le danger, c'est que la Chine cherche à écouler ses surplus, sachant qu'effectivement la situation économique chinoise n'est pas extraordinaire. Ils sont loin les temps des 8-10% de croissance annuelle. Là, on est dans un taux de croissance qui est nettement inférieur. Et donc, les stocks qui ne seront plus exportables, alors surtout avec les taux de droits de douane de 104%, ça va être très compliqué pour les Chinois d'exporter leurs marchandises aux États-Unis. Donc, ils vont chercher à écouler leurs marchandises en Europe. Et moi, c'est un peu ma crainte que j'ai, c'est que si l'Union européenne, qui a elle aussi besoin d'écouler ses marchandises, parce qu'en fait, l'Union européenne a un excédent commercial quand même assez important, c'est évidemment pas le Mercosur qui va permettre de compenser les États-Unis. Les États-Unis, c'est 30 000 milliards de PIB. Et c'est, en termes de consommation par PIB, c'est le plus élevé au monde. Bien devant tous les autres, et bien devant la Chine et bien devant tous les autres grands ensembles économiques. Donc le souci, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec nos surplus de productifs. Et moi, je pense que la solution raisonnable, ce serait non pas une alliance avec la Chine, mais plutôt pousser la consommation intérieure. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit en dessous de nos moyens, pas au-dessus, en dessous. C'est-à-dire que concrètement, on produit beaucoup de richesses et on ne les consomme pas en interne, donc on est obligé de trouver des déchets extérieurs. Pourquoi ? Parce que la demande intérieure est trop faible. D'abord, la demande publique est faible, et elle est faible dans tous les pays européens, et en particulier en Allemagne, dans la première puissance économique européenne. Et puis parce que la consommation est faible aussi, la consommation des ménages est faible, parce qu'on a fait de l'austérité salariale pendant 20 ans. Donc là, alors je ne sais pas si je rejoins complètement la crise d'accumulation du capital, parce qu'en fait, c'est une décision politique qui fait s'effondrer les bourses. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais clairement, en Europe, il y a trop d'accumulation du capital, il y a trop de capacité de production par rapport à la capacité des Européens à consommer. Alors donc il faut mettre un terme aux politiques d'austérité, retrouver des marchés intérieurs, parce que si si on cherche à fuir dans le libre-échange, à trouver toujours à l'extérieur des débouchés, on va déstabiliser les économies auxquelles on va exporter nos surplus. Et en plus, en échange, il va falloir qu'on s'ouvre là aussi aux importations des autres pays qui n'ont pas les mêmes droits sociaux, les mêmes droits écologiques que nous. Donc moi, je trouve finalement que le retour du protectionnisme et la fin de la mondialisation néolibérale, on peut aussi le voir comme une chance. C'est pas forcément une mauvaise chose, à condition qu'on repense nos politiques économiques en profondeur. Jusqu'à présent, les politiques européennes et la politique de Macron, et Hollande avant lui, c'est la compétitivité à tout prix. C'est-à-dire chercher à trouver des débouchés extérieurs, chercher à être plus compétitif que son voisin. Ça, c'est mortifère pour l'économie. Si on commence à se dire, on va peut-être avoir des droits de douane qui vont généraliser un peu partout dans le monde, donc maintenant, il va falloir qu'on trouve des débouchés à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on augmente les salaires et qu'on améliore aussi nos capacités de consommer ce qu'on produit, peut-être que ça pourrait être finalement une bonne nouvelle à la fin. Malheureusement, l'idéologie de la Commission européenne ne va pas trop dans ce sens. Alors, je vais donner la parole à Paul Hellec, mais en fait, vous avez dit fin de la mondialisation néolibérale. Ça y est, les jeux sont faits, c'est terminé ? Pour moi, ça fait longtemps que c'est terminé. J'ai écrit un ouvrage là-dessus. En fait, depuis la crise 2008, on voit le néolibéralisme s'effondrer par pans entiers. Et là, je vois pas comment on va revenir à une mondialisation néolibérale, libre-échangiste, après ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que je vois pas que Trump, dans les 3 ans qui viennent, va se dire, ok, d'accord, je me suis trompé, on va supprimer tous les droits de douane et on va revenir sur la mondialisation d'avant. Non, il ne peut pas faire ça. Et comme les États-Unis, c'est la première puissance économique et la première puissance de consommation,
voilà, il va falloir qu'on s'adapte en fait, hein. Et l'Europe va devoir se protéger des importations chinoises. Et voilà, donc je pense que oui, on est dans quelque chose d'autre. Paul Hellec, est-ce que nos dirigeants, Macron, cap ou pas cap, justement, de changer de cap? Pour l'instant, effectivement, une politique qui romprait avec la stagnation des salaires, un investissement, et dans la commande publique et dans une politique de relance, ça me semble peu probable. Ils sont tous unifiés malgré les différentes couleurs gouvernementales dans ce genre de politique depuis 2008 et encore, les seuls moments où il y a eu des politiques, on va dire, qui ont mis un stop à ce genre de politique austéritaire, ça a été les moments de crise absolue. Tu parlais du Covid tout à l'heure, où il y a eu en tout cas un certain nombre de dispositifs pour pas que tout se fonde tout de suite. Donc non, je ne crois pas. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que l'Union européenne ne parle pas d'une seule voix. L'Union européenne, c'est un marché, mais ça n'est pas une infrastructure politique démocratique intéressante. Surtout pas pour se coordonner, excusez-moi, mais c'est une technocratie bureaucratique dans laquelle, faut regarder, demander aux députés européens. Le Parlement, il a une très faible capacité d'initiative législative. C'est pas vraiment un endroit dans lequel on a vraiment une possibilité de discussion politique intéressante. On a des partis qui, se disent très européistes, mais qui n'ont jamais voulu tirer le bilan du fait que l'Union européenne est avant tout un marché et absolument pas une construction politique viable. Vous avez aujourd'hui des exemples concrets là-dessus. C'est que sur la question des droits de douane, il y a des gens qui ont commencé à dire il faut négocier chacun dans son coin. Donc déjà, c'est quand même bien mal parti pour une négociation à l'échelle de l'Union européenne. Deuxièmement, vous avez une question de volonté politique, parce que l'Union européenne n'était pas dans une alliance avec les États-Unis, elle était dans un rapport de vassalisation. Okay, et donc, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, tout à l'heure, je regardais avant de venir en plateau, on avait une décision qui a été suspendue contre une suspension des mesures de sanctions contre Meta et contre Apple, qui a été suspendue en raison du contexte géopolitique. Je ne sais pas comment la formule qui a été consacrée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'à des endroits où, justement, au contraire, il faudrait peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on fait face à la toute-puissance du secteur de la technologie et de cette espèce de techno-féodalisme, pour reprendre le mot de Cédric Durand, qui organise le système des GAFAM qu'on a vu, retourner leur veste et venir soutenir l'administration Trump, tous un par un lors de son investiture. Qu'est-ce que l'Union européenne fait ? Est-ce qu'elle va utiliser les dispositifs qui existent déjà, notamment, il y a un instrument anti-coercition qui dit que lorsqu'un pays fait pression sur l'Union européenne, on peut suspendre les règles de l'OMC, un certain nombre de règles pour pouvoir justement engager un rapport de force, tout simplement un rapport de force pour préserver des intérêts qui seraient des intérêts européens. Mais pour l'instant, on n'en voit pas le début d'une volonté politique. Ursula von der Leyen l'a demandé, a dit qu'elle le mettrait à l'ordre du jour. J'entends, et en même temps, aujourd'hui, dès qu'il fallait faire des sanctions contre Meta, il n'y avait plus personne. C'est ça que je veux dire, c'est que aussi au niveau de l'Union européenne, on le sait, beaucoup de discours, très peu d'actes, très peu de coordination réelle. On l'a vu, même du point de vue diplomatique. Vous avez eu une diplomatie européenne se déployer, par exemple, sur ce qui se passe, sur la situation en Palestine ou ailleurs. Non, ça a été des voix et c'est systématique. Donc sur une politique commerciale avec des pays qui ont encore une fois pas les mêmes, le savent, les Américains le savent, et même qui n'ont pas les mêmes intérêts. Encore une fois, sur la question du Mercosur qu'on a évoqué, la position de l'Allemagne et de la France, elle n'est pas la même, mais parce qu'il y a des intérêts différents. Il y en a qui veulent vendre des voitures au Brésil, et il y a des Français qui veulent pas avoir de la viande en gros qui vient avec des normes qui sont pas les nôtres. Voilà, et donc face à des intérêts nationaux, que va pouvoir une union technocratique très faible qui a surtout agi comme un propulseur de la mondialisation néolibérale. Alors, ces derniers mots, il faut savoir à quel point l'Union européenne a une vision très zélée de ce néolibéralisme, même parfois plus, parce que si vous regardez du côté de la Fed, par exemple, la Banque Centrale Européenne, elle est beaucoup moins indépendante, elle n'est pas indépendante, par rapport à la Banque Centrale Européenne qu'on a voulu sacraliser. Donc, en termes on sait vraiment lier on a eu les points liés sur le modèle néolibéral en Europe, et on va mettre du temps à en sortir, en tout cas. Alors, on apprend à l'instant que Donald Trump dit que c'est désormais à 125% qu'il va taxer les importations chinoises. C'est un peu... c'est une télé-réalité, on va dire, une télé-réalité qui ressemble
qui veut gagner des millions, ou bien qui veut augmenter les taxes. Mais plus sérieusement, William, alors les dirigeants européens, cap ou pas cap de passer... Pour compléter ce qu'a dit Paul, auquel je souscris totalement, je pense qu'en fait l'Union européenne en est totalement incapable, pour les raisons qui a été évoquées déjà, le fait qu'il y a une division, parce que les différents pays européens n'ont pas les mêmes intérêts. On voit bien effectivement le cas de l'Allemagne qui exporte beaucoup et qui souhaite conserver ses débouchés à l'étranger, qui du coup, comme le marché américain se ferme, cherche effectivement à relancer le traité sur le Mercosur pour le faire aboutir, et d'autres traités également. C'est le cas de l'Irlande où il y a un paradis fiscal pour notamment les multinationales du numérique, mais les multinationales de manière générale. À l'inverse, la France qui, on va dire, alors c'est pas le cas de Macron, mais disons que les industriels français sont quand même un peu plus dans une posture de il faudrait peut-être un peu répliquer, mais se fait un peu écraser. Après, de manière générale, encore une fois, c'était ce que Paul disait, c'est que en fait on est pieds et poings liés, et sur à peu près tous les aspects. Il y a l'aspect de la défense où en fait en dehors de la France, qui a encore une armée relativement autonome, qui est à peu près capable de faire tout elle-même, sinon les autres pays européens dépendent quasi exclusivement de l'OTAN pour se défendre. C'est le cas sur l'extraterritorialité du droit américain, sur lequel on n'a jamais su réagir. Je veux dire, quand on nous a piqué Alstom avec des lois américaines, etc., qui s'appliquaient à l'étranger, on n'a pas su réagir. De la même manière, par exemple, quand Trump, dans son premier mandat, avait déchiré l'accord que Obama avait fait avec l'Iran sur le nucléaire, et du coup l'Union européenne avait dit si on va continuer à commercer avec l'Iran, nous on va continuer à respecter nos engagements, etc. Résultat, on n'a rien fait parce qu'on s'est aligné sur les États-Unis, parce qu'il y a l'extraterritorialité de leurs droits. De la même manière, sur le numérique, l'exemple que tu as donné est très juste. On est totalement dépendant et vassaux des États-Unis en la matière, donc la réponse paraît quasiment impossible. Et j'ajouterais aussi sur d'autres questions qui sont parfois un peu moins abordées, mais sur la dépendance aussi au système SWIFT, qui est le système interbancaire d'échange. Pour l'instant, on n'a pas de système de remplacement en Europe. Les Russes en ont un, les Chinois en ont un, mais si les États-Unis demain décident d'utiliser ce moyen de pression, comme ils l'ont fait contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, on n'a pas d'infrastructure qui permette de faire des transferts bancaires qui serait capable de la remplacer. Et puis on est aussi de plus en plus dépendant des États-Unis sur notre énergie. Les importations de gaz de schiste ont triplé depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc on est quand même dans... victoire sur la question. On a bien vu, là, ils ont lâché les Ukrainiens, mais ils ont gagné le marché énergétique et leur ont même demandé des minerais. Exactement. Et donc la position de l'Union européenne est extrêmement faible. Et en plus, on ajoute... Donc ça, c'est la position dans laquelle on est. Et en plus, effectivement, après, il y a l'aspect idéologique et l'obstination libre-échangiste de l'Union européenne, qui ne veut pas renoncer à ça. Alors, ils ont dit qu'ils allaient porter plainte à l'OMC. Bon, l'OMC, c'était une coquille vide, c'était un peu une institution zombie, puisque depuis le premier mandat de Trump, en fait, il n'y a plus de juges qui sont dans l'organe de règlement différents qui ont été nommés. Donc, en fait, maintenant, il n'y a plus de juges du tout. Donc, c'est impossible que cette institution fonctionne. Et puis, de toute façon, on voit bien que chacun réagit au plus vite, sauf l'Union européenne. L'Union européenne a dit qu'ils allaient taxer pour 20 milliards d'importations américaines. Et en plus, c'est pas sur des produits les plus stratégiques. On taxe des chewing-gums, on taxe des motos, on taxe même François Ruffin s'en est amusé, les bidets et la viande de renne, comme c'était des productions stratégiques. Et ce qui va se passer en parallèle, c'est que des productions beaucoup plus essentielles ne sont pas taxées, parce qu'en fait l'Union européenne ne veut pas faire trop peur aux États-Unis, veut rester dans un discours de bien qu'elle a peur des États-Unis. On va se trouver un accord, etc. Et pendant ce temps, effectivement, et c'est ce que disaient aussi les autres intervenants, la Chine, elle, va devoir écouler ses surplus de production ailleurs qu'aux États-Unis. Donc l'Union européenne apparaît très bien placée pour faire ça. Et comme on sait très mal se défendre, il y a un risque que le dumping chinois dans plein de domaines s'approfondisse en Europe. On le voit en ce moment sur la chimie, par exemple. Le cas de Vancorex en Isère, c'est un bon exemple où en fait l'entreprise n'est plutôt rentable parce que les produits chinois sont beaucoup moins chers et ont inondé le marché. On le voit
aussi dans des domaines de l'automobile où les voitures électriques chinoises sont en fait beaucoup plus compétitives, beaucoup plus efficaces, beaucoup moins chères que les Tesla ou que les voitures électriques qu'on sait faire en Europe. Donc ils sont en train de prendre plein de parts de marché. On le voit dans la matière énergétique aussi. L'industrie du panneau solaire était totalement décimée en Europe, il n'y a plus rien. On est en train de vivre la même chose sur l'éolien si on réagit pas non plus. Donc ça fait... je pourrais continuer la liste, mais je pense que je vais m'arrêter là. Une liste qui nous amène il faudrait que l'Union dans la européenne dépression. Vraiment, mais elle ne m'en paraît pas capable. Alors, vraiment, la question, c'est prendre acte. Est-ce que nous pouvons prendre acte? C'est-à-dire que le monde a changé, le monde est en train de changer là. Est-ce qu'on doit, par exemple, continuer de considérer, pour des raisons culturelles, d'ailleurs un peu douteuses, que tous les Occidentaux, c'est-à-dire tous les Blancs issus du catholicisme, doivent avoir les mêmes intérêts, alors que les Américains, eux, ils ne pensent même pas que ça existe. Bref, prendre acte. Est-ce qu'on peut prendre acte? J'ai l'impression que Claire Abès avait quelque envie de défendre quand même l'Union européenne. Et donc, je voulais vous donner la parole avant de refaire un tour de table. Oui, vous avez bien... Je ne sais pas si c'était défendre l'Union européenne, mais en tout cas, c'est quoi la solution? Ursula von der Leyen qui aurait fait des trucs. Elle n'a pas fait grand-chose, on est bien d'accord, mais au moins, il y a une espèce d'embryon de dire quelque chose et d'utiliser quasiment pour la première fois, en tout cas pour la seconde, cet instrument anti-coercition. Excusez-moi d'essayer de voir un petit peu d'optimisme, puisque vous l'avez dit vous-même, si on continue la liste, on tombe tous en dépression, si ce n'est plus. Donc oui, j'ai envie de voir une extension de notre souveraineté dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que, très clairement... tout seul, on n'y arrivera pas. La France par-ci, l'Allemagne par-là, c'est encore pire que le petit bout qu'on a essayé ensemble. Donc j'essaye de me dire que la première liste qui a été faite, elle est loin d'être parfaite. Ça, c'est certain, mais déjà, on a réussi à produire une liste dans des temps records pour l'Union européenne et pour l'immobilisme que ça représente comme structure technocratique. Ça, j'en suis tout à fait d'accord. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même une réaction à court terme. Un mandat américain, c'est 4 ans. On a déjà, et c'est tout à fait dit aux États-Unis, même au sein du Parti républicain actuellement, et même par Jérôme Powell, le président de la Fed, des expressions assez fortes contre cette politique économique avec des midterms dont on connaît l'impact aux États-Unis et notamment même sur les décrets présidentiels. Donc on a 2 ans à voir venir, donc c'est une réponse à très court terme que doit faire l'Union européenne. Mais justement, David Cahill a dit que c'est terminé, de toute façon c'est déjà terminé. Non, mais c'est pas le fait que le libre-échange est terminé, je suis bien d'accord, mais par exemple l'Union européenne avait été en capacité de dire non au TTIP, notamment par la position de la France qui avait été assez forte là-dessus. Pardon, le traité transatlantique avec les États-Unis, qui était un accord de libre-échange à grande échelle et qui, sur les marchés publics, etc. Or, il y avait un grand manque de transparence de la part des États-Unis sur justement le taux d'ouverture de leur marché public, sur les négociations en tant que telles. Et en gros, on s'était mis d'accord justement sur à peu près du gaz et nous, on essayait encore de trouver nos petits et nos avantages. Cet accord, il a pris fin, alors même qu'il avait été largement défendu par tout le groupe un peu plus néolibéral européen, au premier rang desquels les Pays-Bas, la Suède, etc., etc. Donc on avait une grosse coalition. Suède, en plus, dont la commissaire européenne était à ce moment-là issue, puisque c'était Cecilia Malmström qui était commissaire en charge du commerce extérieur. Donc on peut accuser de tous les maux l'Union européenne, je partage assez franchement le constat, effectivement, mais j'ai quand même aussi envie de voir que l'Union européenne peut peut-être être en mesure d'avoir une capacité de réponse. Par contre, et là j'insiste, encore une fois, c'est une réponse à court terme dont on a besoin, au-delà des réponses à long terme sur la réindustrialisation et sur le financement de fonds, par exemple sur les technologies vertes, etc. Et David Cahill aussi le mentionnait tout à l'heure, sur nos réglementations sanitaires, etc., dont nous on a besoin en France pour faire la différence sur notre compétitivité aussi vis-à-vis d'autres pays à l'extérieur qui attendent ces engagements. Donc c'était peut-être un message d'espoir que je voulais donner surtout, et qu'on va bientôt sortir de ce Trumpiste, je l'espère aussi. Paul Elec. Non, mais je suis d'accord. En termes d'espoir, il faut aussi dire qu'on ne sait pas... Enfin, tout est absolument instable. La possibilité d'un crash financier est ouverte, la possibilité d'une crise donc, économique l'est, mais la possibilité aussi d'un retour en arrière, de politiques différentes, est aussi ouverte, parce que, encore une fois, d'abord, ceux qui ont organisé cette mondialisation avec cette division du travail,
international du travail. Le fait que Apple n'ait pas d'usine et utilise des brevets pour des rentes sur des usines chinoises pour fournir les iPhones, c'est Apple qui l'a organisé. C'est pas, tout d'un coup, des pays étrangers qui auraient volé les États-Unis, comme le dit Donald Trump. Et donc, du coup, que ces capitaux, ces grands monopoles américains, ces grandes entreprises aient pris le parti du pouvoir maintenant qu'il l'est, c'est une chose. Mais enfin, qu'est-ce qui va se passer lorsque leurs affaires ne vont pas aller? Parce qu'en vérité, c'est pas en 6 mois que tout d'un coup, on va avoir des productions, en interne aux États-Unis. La possibilité d'une autosuffisance dans la production manufacturière et de plein d'autres secteurs, elle est impossible, même à l'échelle de 4 ans. Et donc, du coup, il faut voir aussi comment ça réagit en interne. Je disais tout à l'heure, le milieu du pétrole était très pro-Trump. Aujourd'hui, on va voir la tête qui tire. On va voir ce qui se passe au niveau de l'agriculture américaine. Tout le monde regarde Elon Musk pour voir si sa tête... Non, mais voilà, mais on va voir comment aussi... je sais plus, c'est Bernie Sanders qui dit la classe des billionnaires a pris le pouvoir aux États-Unis au moment où il y a l'élection. Bon, c'est pas une question de complot, c'est une question aussi d'intérêt économique et de gens qui prennent des directions en fonction de leurs intérêts et de la conservation de ces intérêts. Et donc, du coup, une politique complètement un peu fanatique, parce qu'elle est un peu, une fuite en avant nationale protectionniste avec à l'intérieur une dérégulation forte qui va toucher en plus la conservation populaire. C'est pas sûr que ça soit une garantie économique intéressante pour la population américaine, comme vous disiez, et donc de manière générale pour les entreprises américaines aussi. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe, on va voir s'il a fait d'intérêt, on va voir si ça va tenir, et il y a peut-être des motifs d'espoir de dire que ça va pas tout d'un coup, tout va pas tout péter d'un coup, quoi. Oui, mais c'est un risque. Il y a de l'espoir. Mais justement, en fait, c'est un risque. On est entre les deux. Il y a peut-être de l'espoir, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura des augmentations de prix à très court terme. Il y a eu des augmentations de prix lors de la crise du Covid, des augmentations de prix après la guerre en Ukraine, une troisième vague d'augmentation de prix en moins de 5 ans. Est-ce que ça ne va pas, d'un point de vue social, tout ébranler? Et est-ce qu'il ne faut pas déjà qu'en France, il y ait une riposte programmée du monde du travail, justement pour obtenir une augmentation radicale des salaires et un rattrapage? Parce que sinon, la coupe a l'air d'être pleine, David Kaila. Oui, avant, si je peux répondre un peu à ce qui a été dit, le TTIP ou le TAFTA, c'est Trump qui l'a enterré, c'est pas les Français. C'est dans le premier mandat de Trump, il a dit bon, on fera pas cet accord, et c'est pour ça qu'il n'a pas été fait. En fait, Retour à la dépression. Hillary Clinton n'était déjà pas pour non plus. Et alors deuxième chose, est-ce que l'Union européenne c'est un boulet ou c'est une opportunité? Moi, je remarque quand même que le Royaume-Uni s'en sort plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ils sont quittés l'Union européenne et donc eux, ils sont taxés qu'à 10% contre 20% pour l'Union européenne. C'est lié au fait qu'ils n'ont pas d'excédents commerciaux très importants avec les États-Unis. Et nous non plus. En France, on n'a pas un excédent très important, mais malheureusement, comme on est raccroché à l'Allemagne, du coup, on paye des taux allemands. Voilà. Donc je ne sais pas si finalement l'Union européenne nous aide tant que ça. Voilà, pour ce qui est des traités commerciaux. D'autant plus que la France ne peut pas négocier de traité commercial. C'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc c'est la Commission européenne qui négocie pour la France avec des intérêts de tous les pays européens qui ne sont pas les mêmes. Alors pour répondre à votre question sur l'inflation, je ne suis pas aussi certain qu'il y aura de l'inflation en France en particulier. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se mobiliser pour la hausse des salaires, parce que le dernier épisode inflationniste, on le sait, il a quand même fait perdre du pouvoir d'achat aux salariés, mais on n'est pas dans la situation des États-Unis. Nous, on ne va pas taxer les produits... alors peut-être qu'on devrait le faire, mais on ne va pas taxer les produits chinois, on ne va pas taxer la plupart de nos importations. Donc, on ne va pas subir une hausse des prix. D'autant plus que l'énergie baisse, le pétrole baisse. C'est la conséquence justement des risques de récession qui s'ouvrent en partie à cause mais pas seulement d'ailleurs, des droits de douane de Trump. Donc si les prix de l'énergie baissent, si les Chinois commencent à inonder nos marchés de leurs produits qui ne peuvent pas exporter aux États-Unis, on va peut-être voir en fait l'inverse, c'est-à-dire une déflation et pas une inflation. Voilà, mais cette déflation, elle risque aussi de détruire des emplois parce que c'est jamais très bon pour l'économie. Donc, l'un dans l'autre, moi, je serais plutôt partisan d'une faible hausse des prix et d'une protection vis-à-vis des importations chinoises. Je posais la question parce que on peut se dire que les industriels vont reporter les pertes qu'ils peuvent avoir parce que certains marchés sont fermés, notamment le marché américain, sur les marchés qui restent ouverts et augmenter les prix tendanciellement. Là, le secteur du parfum en France dit qu'il va augmenter les prix de 6 à 7% en prenant déjà acte de ce qu'il va perdre des parts de marché.
Bon, peut-être que c'est un peu... Normalement, c'est plutôt l'inverse. Hein. Quand on n'arrive pas à écouler ses stocks, on essaye de baisser les prix. Donc peut-être que il y a aussi des raisons techniques pour augmenter les prix dans certains domaines, mais je ne crois pas vraiment. Hein, je ne crois pas que, en tout cas, si les choses restent comme elles sont, il n'y a pas de risque d'inflation immédiat. Voilà. Mais bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, on est vraiment dans une énorme incertitude. Par ailleurs, dans les marchés financiers, bon, il n'y a peut-être pas encore de crise financière, mais on voit quand même les Chinois qui sont en train de vendre leurs bons du trésor comme mesure de rétorsion vis-à-vis des États-Unis. Là, vous devez nous dire que Trump, il a augmenté les droits de douane à 125% vis-à-vis de la Chine. Voilà, les mesures de rétorsion européennes, si elles sont mises en œuvre et si elles sont importantes, elles pourraient entraîner de la part des États-Unis une hausse à nouveau des droits de douane. Donc voilà, donc on est quand même dans une situation où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Le risque, c'est quand même qu'on perd des emplois, qu'on perd des capacités de production et qu'on se retrouve en crise économique. Hein. Alors, il y a également la question de la gouvernance mondiale. On était habitué à vivre quand même sous le parapluie américain depuis la fin de la guerre froide. L'Amérique, les États-Unis sont plus capables d'orchestrer une sorte de gouvernance mondiale, même inégalitaire. C'est vraiment chacun pour soi. Et donc, comment réorganiser la gouvernance mondiale quand justement c'est la Chine qui fait appel au multilatéralisme, que l'Europe est tétanisée et que l'Amérique, en fait, elle est prise dans ces démons, William Chardon? Malgré tout ce qu'on a dit sur la difficulté qu'a la France et l'Europe dans toute cette situation, effectivement, ça peut être un moment d'opportunité quand même. Sur les questions monétaires, ce que disait David Kella est très juste, la Chine s'est déjà délestée d'énormément, de plusieurs centaines de milliards de bons du Trésor américain sur les dernières années. Et là, ils vont encore continuer à réduire leurs achats. Et en fait, si les bons du Trésor américain ne trouvent pas preneur, le privilège exorbitant du dollar, c'est-à-dire le fait que le dollar les bons du Trésor trouvent toujours preneur, et puis le dollar est la monnaie mondiale pour le commerce et pour la réserve de valeur des banques centrales, va continuer à s'éroder, et on pourrait du coup assister à une accélération de la dédollarisation. Il faut rester prudent, parce qu'il y a eu plusieurs phases dans l'histoire où on a cru que ça allait arriver, puis ça ne s'est pas matérialisé, mais ça pourrait être le cas, et là ça pourrait être intéressant effectivement que ce privilège-là soit enfin remis en cause. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qui le remplace ? Soit ça peut être un panier de monnaie qui serait un peu plus équilibré, soit ce serait une monnaie complètement nouvelle qui servirait de référence internationale. C'était ce que Keynes appelait le Bancor, qu'il avait proposé mais qui n'a jamais été mis en place. Après, les Chinois sont quand même assez réticents à internationaliser leur monnaie et en faire vraiment un instrument qui servirait beaucoup plus dans les échanges internationaux. Ils ont plutôt choisi là de redévaluer à nouveau leur monnaie pour finalement exporter encore davantage, notamment vers l'Europe. Quant à l'Europe, avec l'euro, c'est un peu le problème, c'est que là encore une fois, il n'est pas adapté à tous les pays, et du coup pour la France, c'est clairement une monnaie aussi qui est surévaluée, puisqu'elle est principalement indexée sur la situation de pays comme l'Allemagne, et donc alors, effectivement ça rend nos importations moins chères, c'est peut-être bénéfique à court terme pour le consommateur français, mais de manière plus générale, ça affaiblit notre balance commerciale, notre compétitivité, etc. Donc ça c'est sur l'aspect monétaire. Après, je pense que... La gouvernance globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus délier ce qui se passe sur le terrain économique, monétaire et la guerre commerciale du fait que les États-Unis créent le chaos désormais dans le monde, notamment Russie, Ukraine, ils apportent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Israël, Palestine, en gros, ils donnent un permis de commettre un génocide à Benjamin Netanyahou, et ils radicalisent le radicalisé. Ils radicalisent aussi sur la situation de Taïwan et de la Chine. Votre invité, là, que vous aviez en vidéo, le disait aussi. Voilà, et sur d'autres questions aussi. Donc ça, c'est sûr que ça pose aussi beaucoup il y a beaucoup de risques qui existent. Après, il y a deux questions, je pense. La première, c'est est-ce qu'il y a d'autres acteurs sur la scène géopolitique mondiale, par exemple plus sur ce qui concerne le militaire et le diplomatique, qui sont capables de remplacer petit à petit les États-Unis. Bon, l'ONU a beaucoup de problèmes, donc on peut espérer que sur tel point, les résolutions onusiennes viennent résoudre quelques problèmes. Mais par contre, sinon, qu'est-ce que va faire aussi la Chine ? On voit que en matière diplomatique, ils essayent depuis quelques années de jouer un rôle un peu plus important, et ça a donné quelques résultats
résultats positifs à certains moments, mais par exemple quand ils ont réconcilié les différentes factions entre le Hamas et le Fatah pour la question palestinienne, même si ça a l'air un peu temporaire quand même, mais aussi sur l'Ukraine, ils essayent quand même de calmer le jeu, donc ça faut voir. Et puis après, de manière plus générale, oui, c'est certain que je pense qu'il y a quand même beaucoup de tensions dans le gouvernement américain, et donc ça peut aussi très vite rebasculer dans l'autre sens, soit parce qu'ils vont perdre les midterms, c'est ce que vous disiez, soit peut-être même parce qu'avant, une partie des élites républicaines vont suffisamment taper du poing sur la table pour que Trump revienne plus ou moins en arrière. On voit que Musk commence un petit peu à divorcer avec Trump, il a aussi repartagé un peu des mèmes de Milton Friedman en disant que le libre-échange c'était très bien, etc. Lui, il a un intérêt immédiat puisqu'il y a plein de Tesla qui sont fabriqués en Chine, donc cette guerre commerciale va lui poser problème. Et puis, vous avez même aussi un type qui s'appelle Leonard Leo, qui est le président de la Federalist Society, c'est un think tank très conservateur qui avait participé au Project 2025 de Trump, c'est-à-dire un peu le programme d'action de Trump, et qui, là, a lancé un recours en justice en disant que la façon dont Trump mettait en place ses droits de douane était totalement abusive. Donc peut-être que ça va tanguer fort aussi au sein des républicains américains. Alors le mot de la fin, les mots de la fin, d'une minute, Paul Elex sur justement... En fait, je comprenais pas ta question, parce qu'en fait tu disais là les États-Unis apportent du chaos, mais ils ont toujours apporté du chaos depuis 1945, ils ont envahi 40 pays, fait des opérations militaires de déstabilisation. Je veux dire, simplement, ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus les fadaises des néoconservateurs qui, derrière leur bombe, disent il y a démocratie. Là, c'est une confrontation pure des blocs impérialistes et des puissances qui militarisent. On l'a vu, on a parlé vite fait de la Chine. Ce qui est vrai, c'est que dans son histoire, la projection extérieure de sa puissance, c'était pas vraiment sa caractéristique. On le sait depuis une vingtaine d'années, c'est moins le cas en Asie du Sud-Est. Il y a des projections militaires qui sont l'expression des projections impérialistes et des visées de la Chine, et la poursuite de sa politique économique. Et les États-Unis, là, ils agissent simplement de façon propre à leurs intérêts, et ils ne prétendent pas qu'ils agissent au nom d'un intérêt supérieur pour protéger leurs intérêts. Mais enfin, fondamentalement, ce qui se passe en Palestine l'a montré, on l'a dit, le rapport de force est l'unique règle qui réglera les relations internationales. On pouvait penser et essayer de construire des appareils, mais c'est les États-Unis qui ont tué l'ONU. Je rappelle que quand même, ils ont dit la guerre en Irak, on y va, et puis c'est pas grave. Et peu importe les décisions, etc. Donc la question, c'est effectivement, chacun va essayer de jouer un peu un autre rôle, mais là, on est juste dans le choc impérialiste, le choc des intérêts et le choc des rapports de force. C'est pour ça que guerre commerciale ou guerre sur le terrain, c'est des rapports de force. Claire Abès. Oui, non, mais vous avez raison, il y a une absence de règles du jeu aujourd'hui, si je reviens sur le terrain économique, les autres terrains également, mais on a effectivement une guerre commerciale aujourd'hui, et ça peut se transformer au couteau, et ça peut se transformer en bataille culturelle très clairement, parce qu'aujourd'hui c'est une bataille pour l'hégémonie et l'organisation du monde économique, et effectivement la Chine est poussée dans ses retranchements pour en faire partie, mais on le voit, elle développe d'autres alliances avec le Japon et la Corée du Sud pour faire un accord évidemment dans sa région, mais elle se rapproche de l'Union européenne, et Dieu sait qu'elle essaie de se rapprocher de l'Union européenne. Donc cette absence de règles du jeu, elle crée un espace dans lequel effectivement on peut avoir une réorganisation du monde, où en fait tout le monde occidental comptait sur les États-Unis. Aujourd'hui, cet acteur est trop instable, et donc finalement, même si on ne s'attend pas à la Chine, celle-ci peut prendre la place, et donc on peut avoir un rééquilibrage, ou en tout cas un déséquilibrage dans lequel l'Europe pourrait soit trouver sa place, soit ne pas la trouver. Soit s'effondrer complètement. Exactement, mais en tout cas, on est sorti de cette En mondialisation. tout cas, pour ces échanges très riches. Merci Claire Abès, Julien Bourchardon, Paul Elex et David Kaila. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur notre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube et sur le média tv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube, ou bien à nous envoyer par mail à contact@lemediatv.fr un message si vous avez regardé à la télévision. Si vous en avez les moyens, bien entendu, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent, en allant sur le mediatv.fr/soutien. Et je vous dis, comme d'habitude, restez connectés aux médias.